Nous sommes en juillet 1860 en Suisse. Un jeune artiste anglais d'à peine 20 ans, Edward Whymper, découvre les Alpes avec pour mission de dessiner les vallées et les montagnes encore largement méconnues et mystérieuses. Pris dans le tourbillon de l'âge d'or de l'alpinisme, commencé 5 ans plus tôt par ses aînés britanniques, le jeune Edward va rapidement devenir l'un des ascensionnistes les plus en vue de l'époque. Son audace et sa soif d'exploration vont le mener auprès des plus grands guides, dans les vallées les plus reculées, pour réaliser des premières plus téméraires les unes que les autres. Jusqu'à l'été 1865, quand s'offrira à lui le dernier problème des Alpes. Edward Whymper naît à Londres en 1840. Jeune homme cultivé et curieux, il se forme au métier de graveur suivant les traces de son père Josiah Whymper qui tient un atelier réputé. Ayant fait ses preuves dès l'âge de 18 ans, il est engagé par l'éditeur William Longman, car ce dernier a la charge de publier une revue commandée par une association d'explorateurs récemment formée, l'Alpine Club. Il a besoin d'illustrations des Alpes, de ses sommets, de ses vallées et de ses villages. Whymper, déjà fasciné par les mondes lointains et inconnus, ne se fait pas vraiment prier et part pour la première fois dans les Alpes le 23 juillet 1860. Il visite tous les massifs, de la Suisse à Chamonix jusqu'aux Écrins, encore très sauvages à l'époque. En 1860, Whymper est déjà un grand marcheur. Ayant remonté la vallée du Rhône, il arrive jusqu'à Zermatt et découvre pour la première fois le Cervin. Les membres de l'Alpine Club le lui avaient glissé. Nul besoin de s'émerveiller devant le Mont Blanc. Le véritable joyau des Alpes se trouve entre la Suisse et l'Italie. La montagne des montagnes est là et n'attend que son premier vainqueur. Mais lors de sa première année, il ne fait encore que découvrir la région et n'entreprend pas d'ascension. De toute façon, les guides suisses refusent de l'y accompagner. Le Cervin est impossible, point final. En 1861, pour son véritable premier sommet, il gravit le Mont Pelvoux dans les Écrins. Mais son esprit est toujours habité par le Cervin, et il est bientôt de retour au pied du plus fameux pic de toutes les Alpes. Personne à Zermatt pour le conduire sur la montagne? Le Cervin a bien un versant italien, avec probablement des guides plus aventureux. C'est donc au Breuil, dans le fond de la vallée d'Aoste, qu'il se rend pour faire une première tentative. Et c'est là qu'il rencontrera un homme à la hauteur de son ambition. Un homme qui, comme lui, est obsédé par le Cervin. Jean-Antoine Carrel, surnommé le Bersaglier, est le meilleur guide de Val Tournanche. Il est le premier à avoir osé s'aventurer sur la montagne dès 1857 quand il réussit à atteindre le col du Lion. Et s'il se vend comme guide, il est peu enclin à se laisser mettre au second plan par un riche anglais quand il s'agit du Cervin. C'est sa montagne, celle au pied de laquelle il est né, et il veut en être le vainqueur à part entière. En 1862, Whymper entreprendra plusieurs tentatives plus sérieuses au Cervin, notamment en compagnie de Carrel qui accepte finalement de l'emmener avec lui. Mais c'est en solitaire qu'il sera le premier à passer la barre des 4000 mètres, puis 4102 mètres en compagnie de son porteur Luc Menet. Cette année-là, c'est pourtant un Irlandais qui passe tout près de l'exploit. Le scientifique John Tyndall atteint 4258 mètres. Il est accompagné de Carrel, qui a quitté l'équipe de Whymper en prétextant une chasse à la marmotte. L'attitude du Bersaglier trouble de plus en plus Edward et aiguise sa méfiance envers le guide du Breuil. Pas très rancunier, c'est encore avec lui que Whymper part pour sa 6e tentative sur l'arête sud-ouest, encore une fois soldée par un échec après avoir été pris avec Carrel dans un terrible orage. En 1864, personne ne tentera quoi que ce soit au Cervin, ce qui laisse à Edward Whymper le temps d'aller gravir d'autres montagnes. Au sommet du mont Pelvoux en 1861, Whymper avait observé un sommet qui lui semblait dominer le Dauphiné et son apparence inaccessible l'obséda rapidement. Mais 3 années s'écouleront sans qu'il ne puisse tenter l'ascension. En 1864, enfin son projet se met en place. La première ascension de la pointe des Écrins, comme elle est encore appelée à l'époque, va voir se former la plus fameuse cordée de toute l'âge d'or. Edward Whymper engage Michel Cros, le meilleur guide de la compagnie de Chamonix.
Il embarque aussi son ami Horace Walker et son guide, le Suisse Christian Almer. Réunir Croz et Almer, se dit Whymper, voilà un coup de maître. Ils sont tous les deux dans la fleur de l'âge, très respectés pour leur capacité d'alpiniste, et leur caractère se complète très bien. L'idée germe dans l'esprit de Whymper. Cette cordée magique sur le papier, il faudra la reformer. Parti de la Grave, le groupe passe la brèche de la Meije, puis descend la Bérarde le 23 juin. Ils décident d'approcher le sommet par l'arête ouest. Montés au col des Écrins par une escalade dangereuse, ils réalisent que l'ascension de l'arête est encore plus périlleuse et se rabattent sur la face parsemée de séracs. Au prix d'un effort surhumain de Croz puis d'Almer qui taillent des marches dans la pente à coups de hache, le groupe rejoint l'arête sommitale 6 heures après avoir atteint le col. Whymper s'extasie notamment de la vue imprenable sur toutes les Alpes et parle d'un panorama qui n'a pas son pareil. Pour la redescente, le groupe s'accorde à l'unanimité pour trouver un autre passage. La voie d'ascension les a tellement éprouvés, le rocher est tellement mauvais qu'il faut redescendre sur le versant occidental vers le glacier blanc. La descente de l'arête restera dans la légende avec un saut périlleux réalisé par Almer entre deux blocs de rochers instables. Terrassé par la fatigue, le groupe arrive finalement par rejoindre le glacier blanc puis la moraine du glacier noir et enfin retrouver la civilisation dans la vallée. Le 24 juin 1865, Edward Whymper est au pied de la face sud des Grandes Jorasses, encore jamais escaladé. Il arrive en provenance du fond du Val d'Aoste, du Cervin, qui s'est encore une fois refusé à lui. Avec Croz et Almer, son duo de guide désormais quasi attitré, ils partent à 4 h du matin, montent droit au sommet et arrivent au bout des 1500 mètres de dénivelé à 1 h de l'après-midi. Au sommet, pas tout à fait, car la cordée se poste sur une pointe légèrement en retrait, connue désormais sous le nom de pointe Whymper. Ils étudient leur prochain projet, l'Aiguille Verte, le majestueux 4000 qui surplombe la mer de glace et bien visible depuis Chamonix. C'est sûrement à l'époque l'un des sommets les plus convoités dans le massif du Mont Blanc. Passé par le col du Dolan, ouvrant par là même une nouvelle route, Whymper, Croz et Almer arrivent à Chamonix le lendemain avec le projet de repartir rapidement vers la Verte. Mais le destin va jouer un mauvais tour à Michel Croz. Le guide a été engagé il y a plusieurs mois par un autre client, mais celui-ci n'est pas à Chamonix et se fait attendre. Malgré les incitations de Whymper, il a donné sa parole de montagnard et patiente. Quand l'Anglais part avec Almer au matin du 28 juin, il laisse à contre-cœur le Chamoniard pour escalader l'aiguille la plus renommée de sa vallée natale, comme il l'écrira plus tard. Les deux hommes ne le savent pas encore, mais leurs routes vont rapidement se recroiser au cours de cet été 1865. Si sa cordée magique est incomplète, Whymper a toute confiance en Christian Almer, le pionnier de l'Eiger qu'il décrit comme l'un des guides les plus expérimentés de toutes les Alpes. Après avoir campé au niveau de l'actuel refuge du Couvercle, Whymper, Almer et un autre guide suisse du nom de Franz Biner partent en direction de l'Aiguille Verte. Au bout de 2 heures, ils ont déjà gravi plus de 1200 mètres. Almer trouve le chemin d'une ascension directe et relativement sans encombre dans un couloir, aujourd'hui connu comme le couloir Whymper, et arrive au sommet. À leur retour, ils découvrent que leur porteur resté au pied de la montagne les a crus disparus et a donc mangé l'ensemble de leurs provisions. Whymper et les guides sont furieux et pour se venger partent au pas de course vers Chamonix, sans laisser aucun répit aux pauvres porteurs en pleine digestion. Arrivés au Montanvert, on leur apprend que la ville est en ébullition. L'Aiguille Verte est vaincue. L'Aiguille Verte est vaincue par un étranger et avec des guides étrangers. Les chamoniards de l'époque ne peuvent supporter un tel affront, et le bureau des guides gronde de mécontentement. Certains mettront en doute la victoire de Whymper et Almer. Une montagne si longtemps invincible, une ascension en apparence si facile, le doute s'installe dans les esprits. Il ne se dissipera qu'une semaine plus tard, lorsque Thomas Stuart Kennedy, ami de Whymper, atteindra le sommet en compagnie de Michel Croz, en ouvrant une nouvelle voie. Mais en ce début juillet 1865, Whymper, Almer et Biner sont déjà repartis et remontent le Val d'Aoste en direction du Breuil et donc du Cervin. Les guides devinent bien l'idée de Sir Edward, tenter une 8e fois la première du Matterhorn. Convaincus que l'ascension est impossible, que la montagne solitaire est bien trop hostile, ils protestent contre l'obstination de l'Anglais. Almer le supplie. « Tout ce que vous voudrez, excepté le Cervin, monsieur. J'irai n'importe où, sauf au Cervin. »
Whymper comprend leur réticence. Ce n'est ni de la peur ni un manque de courage. Les guides sont simplement convaincus au plus profond d'eux-mêmes que le Cervin est invincible. Il faut donc lui trouver de nouveaux guides pour cette nouvelle tentative. Il se met naturellement en recherche de Jean-Antoine Carrel et le rencontre alors qu'il monte une expédition pour gravir la route habituelle par le versant italien. Whymper le persuade de faire cordée commune et d'attendre que le mauvais temps passe. Mais Carrel le prévient. Il ne sera disponible que jusqu'au 11 juillet. Au-delà, il a pris un engagement pour faire découvrir le Val d'Aoste à des gens importants et ne peut rompre sa parole. Le soir du 9 juillet, n'ayant pas réussi à obtenir une fenêtre météo, Whymper passe la soirée à Valtournenche à festoyer avec Carrel. Il est déçu de ne pas avoir tenté une nouvelle fois le Cervin avec le guide italien, mais comprend qu'il doit honorer son engagement. La tempête faisant toujours rage, le lendemain il retourne au Breuil et fait ses adieux à Carrel. Le 11 au matin, Edward Whymper se réveille de bonne heure à l'auberge du Breuil. Un client lui demande s'il a connaissance de la troupe de guides qui tente l'ascension du Cervin. Il ne comprend pas. Il se rue sur le télescope et regarde la cordée qui s'avance dans les premières pentes. Qui mène cette expédition? L'aubergiste lui répond que c'est bien évidemment Jean-Antoine Carrel. Alors Whymper comprend. Il comprend qu'il a encore une fois été doublé par le Bersaglier. Le fameux engagement de Carrel dans le Val d'Aoste était en réalité une tentative secrète pour mener Quintino Sella, le ministre italien des Finances et fondateur du tout récent Club alpin italien, au sommet du Cervin. Carrel, le patriote italien, le vétéran de Solferino et de la guerre d'indépendance, fera tout pour que le Cervin soit italien. Et Edward Whymper n'entre pas en compte dans l'équation. Si Carrel doit mener au sommet des personnalités importantes, il va devoir poser beaucoup d'équipements et dégager la voie autant que possible. Cela va prendre du temps. Beaucoup de temps, au moins plusieurs jours selon les calculs de Whymper. Ce qui lui donne l'opportunité de se rendre à Zermatt et de tenter l'ascension par la face est, côté suisse. Le jour même, il fait la rencontre d'un jeune Anglais, Lord Francis Douglas, qui arrive justement de Zermatt avec son guide, le jeune Pierre Togwalder. Whymper, qui ne peut trouver le moindre guide ou porteur disponible au Breuil, saute sur l'occasion. Se joindront à eux le père du jeune guide, Pierre Togwalder Senior, l'un des seuls guides expérimentés de Zermatt à bien vouloir se frotter au Cervin. Edward Whymper leur présente son projet d'ascension et ils retraversent ensemble le col du Théodule pour retourner à Zermatt. Ils y arrivent en même temps que Charles Hudson, un vétéran de la conquête des Alpes pour lequel Whymper a un immense respect. Mais la vraie surprise vient du guide qui l'accompagne. Il s'agit de Michel Cros. Le chamoignard a été recruté par Hudson à Chamonix et quelques jours seulement après l'avoir quitté, Whymper retrouve son guide-chef à l'assaut de son Cervin. La question de faire cordée commune se pose rapidement, et la seule inconnue pour Whymper, ce sont les capacités d'un jeune homme nommé Haddo, qui accompagne le révérend Hudson. On lui assure qu'il a déjà une bonne expérience de la haute montagne, mais son palmarès n'est pas très fourni. Soit, Whymper fait confiance à Hudson et la décision est prise. Ils feront cordée commune. Nous sommes le 13 juillet 1865 à 5h30 du matin. Mené par Edward Whymper et Charles Hudson, un groupe de 8 alpinistes approche de la face est du Cervin. À la mi-journée, la cordée a déjà fortement progressé et établit un campement aux environs de 3300 mètres. Michel Cros, parti en éclaireur, grimpe très rapidement et revient porter la bonne nouvelle. Les obstacles sont aisément franchissables et le sommet est parfaitement envisageable dès le lendemain. C'est donc l'esprit léger que les 8 hommes passent la soirée sur les flancs de la montagne. Le lendemain, le temps sera beau et ils seront au sommet du Cervin. Suivant l'arête du Hornli, la cordée continue sa progression. Mais Whymper est angoissé à l'idée de voir apparaître les Italiens au sommet. N'ont-ils pas déjà 2 jours d'avance? Un peu avant 2 heures de l'après-midi, alors qu'il progresse en tête avec Michel Cros, Whymper est en vue du sommet. Il s'élance et rejoint la cime au pas de course. Ils ont gagné. En effet, l'équipe italienne menée par Jean-Antoine Carrel est visible en contrebas sur le versant ouest, mais encore bien loin du but. S'il exulte pour lui-même et ses compagnons, il a tout de même une pensée émue pour son rival italien qui échoue devant ses yeux.
il dira: L'ambition de toute sa vie se trouvait déçue par notre victoire. De tous les hardis montagnards qui avaient tenté l'ascension du Cervin, c'était certes celui qui méritait le mieux d'arriver le premier au sommet. Son rêve était d'atteindre le point culminant par le versant qui regarde l'Italie, pour l'honneur de sa vallée natale. Puis, Whymper s'emploie à faire tomber des pierres dans leur direction pour leur signaler sa présence sur la cime. Whymper et Hudson au sommet du Cervin, au sommet du dernier grand problème des Alpes, met symboliquement fin à l'âge d'or de l'alpinisme lancé 10 ans plus tôt par le même révérend Hudson et sa victoire sur le Mont Rose. Cette dernière course épique, cette dernière compétition féroce marque à la fois l'apogée et le crépuscule de la conquête des Alpes. Mais battre le Cervin, triompher du sommet que beaucoup pensaient maudit, a un prix. Et la cordée de Whymper, qui profite depuis 1 heure de sa gloire sur la cime de la montagne, ne va pas tarder à le payer de façon dramatique. Les 8 hommes s'encordent dans la bonne humeur. Whymper ferme la marche aux côtés des Togwalder pour assurer la descente. Et c'est Crow qui prend la tête car le jeune ado, celui dont Whymper avait douté, est complètement tétanisé. Le vide face à lui le fait hésiter à chacun de ses pas. Malgré la présence du guide, Ado se fige encore une fois et dévisse soudainement. Il emporte Hudson, Crow et Douglas qui sont encordés directement avec lui. La corde qui les relie à Togwalder se tend violemment et casse brutalement. En une fraction de seconde, Michael Crow et les 3 Anglais dévalent la face nord à pleine vitesse. Ils rebondissent violemment sur les névés, heurtent les barres de rocher et finissent par sauter la rimée avant de disparaître dans le glacier. Le silence se fait sur le Cervin. Edward Whymper est abasourdi. Le vieux Togwalder est le plus marqué par la chute mortelle de ses compagnons. Les yeux dans le vide, sanglotant et tenant dans sa main la corde coupée, il répète inlassablement: « Oh Chamonix, mais que va dire Chamonix ? Que va dire Chamonix en effet quand elle apprendra le trépas de son enfant le plus fameux, le prince des guides, l'indestructible Michael Crow ?» Le père et le fils Togwalder sont tellement marqués par l'accident que c'est Whymper qui prend la tête dans la suite de la descente. Ils sont si paralysés qu'Edward ne peut plus compter sur eux et craint même qu'ils ne se laissent emporter dans le vide. Pour couronner le tout, un effet d'optique leur fait croire à l'apparition de 3 croix dans le ciel face à eux, comme pour symboliser le trépas du reste de la cordée. Whymper, essayant de comprendre ce qu'il s'est passé, réalise que la corde qui a cédé n'aurait jamais dû être employée. Une corde faible, appartenant au père Togwalder, une corde trop faible pour assurer une descente et qui ne devait servir qu'en réserve. Le 14 juillet au soir, arrivés en vue du glacier, les 3 hommes appellent leurs camarades. Ils ne recevront aucune réponse et continueront leur route jusqu'à Zermatt, complètement abattus. Whymper écrira: Le Cervin s'est montré un adversaire acharné. Longtemps il a résisté, vaincu avec une facilité qu'il n'eût sans doute pas prévue. Comme un impitoyable ennemi terrassé, mais pas anéanti, il a tiré une terrible vengeance de sa défaite. Les corps seront retrouvés le lendemain, à l'exception de celui du jeune Francis Douglas. Le tout sous les yeux d'un Whymper affligé. Les obsèques sont célébrées en petit comité dans le cimetière de Zermatt. Au début des années 1880, Edward Whymper vit confortablement des recettes de son best-seller Escalade dans les Alpes, livre dans lequel il retrace tous ses exploits de l'âge d'or. Alors qu'on commence à cartographier les massifs les plus reculés de la planète, Whymper est attiré par l'idée de réaliser ses ascensions à des altitudes de plus de 5000 ou de 6000 mètres. Mais l'Himalaya nécessite une logistique trop importante. Il a donc l'idée de partir pour l'Amérique du Sud, afin d'explorer sa cordillère des Andes. Il propose à son meilleur ennemi Jean-Antoine Carrel et à son cousin Antoine de se joindre à lui. En Équateur, le Chimborazo, considéré comme le plus haut sommet du monde à partir du XVIe siècle, et ce jusqu'au début du XIXe, est un volcan endormi culminant à 6310 mètres. Il devient très vite l'objectif principal de Whymper. Le 4 janvier 1880, il est le premier au sommet avec les Carrel. Il découvre à cette occasion le mal des montagnes et les gelures dues à la très haute altitude. Mais se savoir le pionnier de cette montagne légendaire et d'être seul à une telle altitude
suffit à le combler. Il en oublierait presque de redescendre si ce n'était pour le mal des montagnes assez sévère dont commence à souffrir Karel. Au début du XXe siècle, Whymper a déjà plus de 60 ans mais garde une très bonne condition physique. Car l'endurance de Whymper est à part, vraiment à part. Dans sa vingtaine, pendant l'âge d'or, il parcourait régulièrement plus de 50 voire 70 km par jour. En 1879, à l'aube de ses 40 ans, il a même fait mesurer son allure de marche en Angleterre. Résultat, une moyenne de 8,8 km à l'heure, soit 11 minutes pour faire 1,5 km. À l'assaut de nouveaux horizons, il arpentera de long en large les Rocheuses aux États-Unis et au Canada, laissant même au passage son nom à un sommet. Vers la fin de sa vie, Edward Whymper est un homme solitaire. Vivant toujours entre l'Angleterre et Chamonix, c'est au pied des montagnes que le trépas viendra le trouver. Le 16 septembre 1911, il meurt seul dans sa chambre d'hôtel à l'âge de 71 ans. Il est enterré dans le cimetière de Chamonix avec les honneurs de montagnard. Edward Whymper est une icône, une figure incontournable de l'histoire de l'alpinisme. La liste de ses premières, les circonstances légendaires de ses succès et les drames qui l'ont frôlé l'ont rendu presque immortel. Précoce, il a réussi à s'imposer comme l'une des principales figures de l'âge d'or avant même d'avoir fêté son 25e anniversaire. Ses capacités physiques et son tempérament inébranlable, qui le menèrent parfois trop loin, ont forcé le respect de beaucoup, même au sein des guides et des communautés montagnardes. Jouant avec la mort qu'il a frôlée plusieurs fois, son destin était vraisemblablement de continuer à explorer les recoins du monde jusque dans son grand âge. J'ai réalisé cet épisode en partenariat avec les éditions Paulsen, qui sont une référence majeure dans la littérature de montagne, notamment via les éditions Guérin de Chamonix. Pour m'aider dans mes recherches pour cette vidéo, ils m'ont gentiment envoyé 2 livres passionnants. Le premier, c'est 1865, Âge d'or de l'alpinisme, de Gilles Modica. C'est un gros volume, mais une bible qui retrace toute l'histoire de cette période, avec les personnages marquants et bien sûr toute l'histoire derrière la première conquête du Cervin. Le deuxième livre, c'est un roman historique qui s'appelle Cervin absolu de Benoît Hénon et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est centré sur la vie d'Edward Whymper au travers de son obsession pour le Cervin. Et c'est vraiment une porte d'accès parfaite si on veut en apprendre plus sur Edward Whymper sans forcément plonger dans les livres d'histoire pure ou même Escalade dans les Alpes qui est quand même assez descriptif. C'est très fidèle à la réalité historique et en même temps le fait que ce soit un roman le rend très facile et prenant à lire. Je vous mets les liens pour acheter les livres s'ils vous intéressent dans la description de la vidéo et je remercie encore grandement les éditions Paulsen. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et commenter. Je vous souhaite un bon été et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.